Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bien bonjour, je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Nous sommes de nouveau en direct pour un podcast toujours exceptionnel, en direct du salon Startup for Teens, en partenariat avec Startup for Kids, à l'école 42. Et pour cette première série de podcasts, parce qu'il y en aura d'autres dans la journée, on va parler de transformation digitale. La transfo digitale, ça touche tous les métiers. Voilà un sujet du moment, parce que l'on souhaite travailler dans l'environnement, le social, le marketing, la mode, la finance, la recherche, la digitalisation impacte tous les métiers et tous les secteurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire que cette digitalisation, que cette transformation numérique, elle impacte nos métiers, elle impacte nos compétences, elle impacte probablement aussi nos systèmes éducatifs. Et pour répondre à ces questions, j'ai la chance d'avoir 3 spécialistes. En plus, c'est une édition spéciale Girls Power. Donc là, je peux vous dire qu'on a des girls et du power en même temps. Avec d'abord Muriel Brunet, qui travaille au ministère de l'Éducation nationale. Comment vas-tu, Muriel ? Très bien, si tu pouvais le dire dans un micro, ce serait encore mieux. Comment vas-tu, Muriel ? Exceptionnellement bien, Rémi. Non, mais c'est de ma faute, j'ai essayé de te piéger. Voilà. Et il marche, hein. Mais oui, on t'entend, ne t'inquiète pas. Une autre Muriel Toiti, qui est partenaire éducation et innovation chez OnePoint, anciennement présidente de Technion France. C'est bien ça, Muriel ? C'est exactement ça, Rémi. Donc ma prononciation de Technion est parfaite. Alors, je vous le disais tout à l'heure, votre prononciation est parfaite. En hébreu, c'est Technion. En France, Technion. Et je vous le disais, quand je suis mal lunée, je dis Technion. Bon, alors moi, je veux dire et ça m'arrive. Technion. Voilà, comme vous le voulez, mais vous savez, vous êtes libre. Hein. Vous êtes libre de faire bien. Et OnePoint, c'est tout récent. OnePoint, c'est depuis un mois et demi. Absolument. Un mois et demi. Super. Et puis enfin, Karen Choupé. Voilà, Enchantée. On dit comment ? Choupé, Choupeux, On dit Choupé en allemand. Ouais. Choupé en allemand, voilà. Donc vous avez compris, il y a une dimension internationale aussi à cette table ronde. Vice-présidente de l'expérience client chez Finastra et également ambassadrice des activités RSE, c'est bien ça ? C'est exact. Super. Alors voilà, donc moi, la première question que j'ai envie de poser, tiens, à Muriel Toiti. Je vais être obligé de préciser parce que les gens qui nous écoutent vont se dire en France, 2 femmes sur 3 s'appellent Muriel. Voilà, donc c'est exceptionnel. Et en aujourd'hui. plus, Muriel avec un L. Avec voilà, on salue quand même les Muriel qui en ont 2. Qu'est-ce que c'est que la transformation digitale ? Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce terme un peu barbare ? Tellement de choses, parce que finalement, c'est, comme vous le dites, des termes barbares. On aime beaucoup se gargariser finalement de mots. La transformation digitale, ça veut tout dire et ça veut rien dire aussi. Je veux dire, la transformation digitale accompagne le développement de notre société. Elle ne touche pas que les métiers, elle touche d'abord les humains. Je rappelle quand même que la notion de digitalisation, c'est les nouvelles technologies qui évoluent avec le sens de l'histoire, parce que ça fait partie du progrès scientifique et technologique, mais reste néanmoins un moyen et pas une finalité. Et ce qu'il faudrait, pour faire attention aux mots, pour qu'ils ne deviennent pas des mots MAUX, c'est d'abord s'allier avec eux, petit 1, et ne pas générer d'anxiogénéité aussi autour de cette révolution ou transformation digitale. La transformation digitale, elle accompagne en effet les sociétés, les organisations, les institutions dans leur développement scientifique et technologique, dans le domaine du numérique, mais dans tous les secteurs, bien sûr, mais aussi dans le comportement humain vis-à-vis de ces mêmes organisations. Et je pense que l'équilibre magique, finalement, d'une transformation digitale réussie, c'est en effet associer tous les sujets tech qui concernent, et on les connaît, de la blockchain, la cybersécurité, finalement, dans la santé, dans les énergies, dans les problématiques de climat, tout ce qui concerne notre société, mais c'est aussi comment l'humain utilise cette transformation digitale et comment l'humain aussi se dessine dans ce nouveau paysage pour qu'il garde finalement le contrôle sur les outils, pour qu'ils gardent le contrôle sur les technologies. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de sociétés d'accompagnement, et je citerai, si vous me l'autorisez, OnePoint, me semble-t-il, accompagne de façon extrêmement stratégique et intelligente. Autorise. C'est gentil, cher Rémi. De façon stratégique et très intelligente parce qu'il prend comme support de base et comme origine, j'allais presque dire, d'accompagnement, l'humain, en associant finalement toutes les thématiques technologiques ou tous les problématiques technologiques qu'ont nos clients ou nos partenaires
et toujours en ajoutant ces modules de design thinking ou de design tout court reliés à ce que moi j'appelle les humanités et non pas les soft skills, parce que ça fait partie au mot encore de ces champs sémantiques, vous savez, où on utilise beaucoup de mots qui sont dits à la mode. On le disait avec Muriel tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces mots? Est-ce qu'on passe du concept au laboratoire expérimental et est-ce qu'on les met véritablement en application? Et je pense que c'est le chemin qu'il faut prendre. Je pense qu'il y a aussi en France, dans l'écosystème français notamment, que je connais bien, une notion, ou plutôt une approche culturelle qu'il faudrait peut-être aussi revisiter dans la façon d'aborder la transformation digitale, qui devrait être plus conscientisée, si je puis dire, par la notion de leadership et d'entrepreneuriat. Comment finalement stimuler l'entrepreneuriat, le conditionnement de l'humain pour qu'il soit un acteur engagé, participatif, collaboratif dans toute cette transformation digitale qui est finalement extrêmement pluridisciplinaire, transverse, sans jamais oublier que l'humain est au cœur du débat et que les outils ne sont qu'un moyen pour arriver à délivrer. Je pense qu'on parlera tout à l'heure des métiers, ça touche tous les métiers, on le disait. Je pense qu'il y a lieu aussi de raisonner à comment réinventer des métiers et quel type de métier pourrions-nous réinventer. C'est aussi intéressant. On parle de réinvention et on parle de révolution, de transformation. C'est quoi le bon terme? C'est une révolution digitale? C'est le terme qui vous arrange finalement. C'est le terme qui vous arrange. La révolution, on parlait de révolution, maintenant on parle de transformation. Moi je pense qu'il faut parler d'évolution. Enlever enlever la transformation. La transformation induit la notion de rupture. Et rupture technologique, ce qu'on a beaucoup utilisé, qu'on continue à utiliser, peut aussi générer dans les inconsciences ou les consciences collectives une forme d'anxiogénéité. Parlons d'évolution. Et n'ayons pas peur de parler d'évolution, parce que le monde évolue de toute façon et il faut l'accompagner sereinement et sans complexe. Comme j'aime bien préciser le vocabulaire, on doit dire digital ou numérique? Parce qu'il y a toujours un débat là, sur ce sujet-là. On peut dire digital comme on peut dire numérique. Moi, je préfère largement le mot digital, d'abord parce qu'il me plaît plus personnellement. Alors ça, c'est déjà un bon point. Absolument. Et puis, je pense qu'en effet, la transformation, elle est transverse, elle est pluridisciplinaire, elle est donc digitale. Je ne sais pas ce que Muriel en pense. Mais on va le savoir parce qu'elle a saisi un micro là. C'est pour ça que elle a entendu révolution et d'un sur... seul coup, j'ai vu Muriel Brunet saisir. Alors, juste avant Muriel que tu prennes la parole, j'ai dit elle est au ministère de l'Éducation nationale, comme des millions de gens. Tu veux que moi je dise mon titre plus en fait. Précisément, c'est quoi? Alors, je suis chef de projet Femmes numériques et développement durable à la direction du numérique pour l'éducation. Très bien. Voilà, donc j'essaye de faire des choses pour qu'il y ait plus de filles dans les métiers du numérique, le secteur du numérique, et en spécialité NSI qui vient d'être lancée, mais on en reparlera. NSI, ça veut dire quoi, NSI? Numérique et sciences informatiques. Très bien. Que maintenant filles et garçons peuvent prendre en première et en terminale. Donc transformation, révolution, alors, tu voulais réagir? Tout à fait d'accord avec toi, Muriel. Par contre, je pense quand même qu'on est dans une révolution de notre société. Je pense qu'on est dans une transformation numérique, mais une révolution de notre société. Parce que cette transformation numérique nous oblige à repenser nos modèles de ville, nos modèles de santé, nos modèles d'éducation, nos manières de travailler et nos valeurs. On voit bien la crise de confiance qu'il peut y avoir autour du numérique aujourd'hui. À la fois on achète sur Internet, à la fois on a peur de se faire prendre nos données personnelles. Il y a une espèce d'ambiguïté, d'ambivalence. Et donc, moi, je parlerais plus de révolution de notre société. Révolution. Karen, allemande, vous vivez en France depuis quelques mois de nouveau. Vous avez vécu également à Hong Kong, c'est ça? C'est vrai, oui, c'est exact. Ce débat sur la transformation qu'on a aujourd'hui, c'est pas un débat franco-français, j'imagine. Comment est-ce qu'en Allemagne ou comment est-ce qu'à Hong Kong est vécue cette transformation de la société et des métiers? Je pense qu'il y a une différence entre l'Asie et l'Europe dans ce contexte-là. Et je suis d'accord avec Muriel, en tous les cas, mais avec Muriel Brunet sur quand on parle d'une révolution d'aujourd'hui, beaucoup plus, je pense, qu'en Asie, où c'était déjà une évolution beaucoup plus vite, qui a commencé déjà beaucoup
beaucoup en avance. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Mon fils qui est né à Hong Kong, il connaît même pas à peine les pièces, la monnaie en pièces. Alors, on n'utilise que la digitalisation de la monnaie déjà à Hong Kong depuis des années, même pour prendre un bus, un métro, ou même pour acheter au 7-Eleven quelque chose à boire ou à manger. Alors, c'est vraiment un monde qui est déjà beaucoup plus WeChat en Chine. Maintenant, rien ne se passe en WeChat en Chine. Tout se paye automatiquement. Alors, c'est vraiment un monde qui a différé depuis longtemps et on est en arrière en Europe. On est en retard. On a été précurseur pour d'autres révolutions, mais pour celle-ci, on est un peu après. Oui, juste pour réagir, on est bien d'accord que quand on parle de transformation, on parle de révolution. Mais on ne peut pas aussi en parler trop longtemps parce que l'innovation va à toute allure si on ne doit pas finalement adopter le rythme qu'il faut. Donc c'est pour ça que presque délibérément, je me refuse aujourd'hui, parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle de révolution numérique. Et je pense que l'écosystème français a commencé à conscientiser ça. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de passer à l'acte dans la conscientisation, dans l'éducation. Et je pense que l'éducation ici a un rôle majeur à jouer, et notamment chez les tout-petits, et notamment chez la communauté des filles, donc dans l'acceptation du féminin vers la tech, mais ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et c'est pour ça que, finalement, oui, transformation digitale, oui, révolution, mais révolution culturelle. Et je préfère parler, je le maintiens, aujourd'hui, au stade où nous sommes, d'évolution. Parce qu'aujourd'hui, la révolution, certes, mais on doit regarder devant, et on doit aller vers une évolution culturelle, une évolution de la maîtrise des outils, et une évolution aussi de l'équilibre ou de l'alchimie magique à maintenir entre l'humain et le numérique, pour que le numérique, finalement, ne domine pas l'humain et crée, justement, chez l'humain, par l'éducation, ce côté entrepreneuriat, dans le sens non pas entrepreneur du terme, mais le conditionnement de mon être, finalement, pour ne pas me laisser aller à une forme de paresse intellectuelle et physique. Et ça rejoint les textes, et je vous encourage à les lire, de Pascal Pic, qui est paléoanthropologue et qui a beaucoup travaillé sur la notion de data versus l'humain, comment allier cela et comment générer justement l'évolution digitale. Alors, puisqu'on parle de la transformation des métiers, peut-être un exemple concret, Karen, puisque Finastra, c'est de la finance, le secteur de la finance et de la banque en particulier est en pleine transformation. Concrètement, ça veut dire quoi, des métiers qui se transforment, et pourquoi ce secteur de la banque en particulier se trouve au cœur du sujet ? Au cœur du sujet, parce que la finance est au cœur de toute notre vie, hein, en tous les cas. Mais il faut dire, effectivement, tu as raison, Rémi, que la technologie dans les banques date des années 60-70. C'est en fait, les banques traditionnelles sont basées encore sur cette technologie. Elles ont évolué entre-temps. Mais elles n'ont pas révolutionné leur façon de travailler et d'être. Et là, aujourd'hui, elles se trouvent challengées par des challenger banques, des institutions financières, mais aussi non financiers, comme Amazon, etc. Il y en a beaucoup maintenant qui viennent sur le marché et qui réduisent tellement les coûts dans les transactions financières, etc., que les banques sont obligées aujourd'hui de se transformer et de travailler différemment. Et ça veut dire les deux de changer les skill sets des gens qu'ils ont. Donc les compétences. Effectivement, merci. Et aussi changer vraiment la façon de travailler et s'exprimer sur les marchés. Alors, ce que nous, on fait chez Finastra, c'est une compagnie qui s'appelle FinTech, Financial Technology. On a à peu près 10 000 clients dans le monde entier, dans la finance surtout. Et ce qu'on essaie de faire, nous, dans nos programmes, avec des partenaires, avec les clients qu'on a, les grandes banques, mais aussi avec des partenaires, notre écosystème sur le marché, de regarder comment on peut aider à adresser ce problème qu'on voit aujourd'hui. Bank the unbanked, ça veut dire qu'il y a 1,7 milliard de personnes dans le monde global qui n'ont pas un compte bancaire. Alors, avec la technologie, avec nos partenaires, avec notre expérience, on peut en fait digitaliser ces individus, les communautés qui sont exemptes, qui n'ont pas accès à la finance aujourd'hui, à des transactions, et comme ça, elles ne peuvent pas évoluer, elles ne peuvent pas créer leur business, elles ne peuvent pas évoluer dans une direction vraiment pour sortir de la pauvreté. Alors ça, c'est une des actions qu'on a mises sur nous. Et notre aussi, donner simplifier avec la technologie, encore une fois, et les processus, la façon de donner les prêts. Ça aussi, parce que
la façon dont les banques traditionnelles donnent des prêts aujourd'hui, c'est toujours préhistorique d'une certaine manière. Avec une technologie, on peut vraiment faciliter ça énormément et donner plus facilement accès à des gens qui ont des idées, qui veulent les réaliser. Oui. Et ça adresse la jeunesse, mais surtout aussi des communautés qui ne sont pas privilégiées aujourd'hui. Donc un changement dans les métiers de la banque, d'une certaine manière, pour le meilleur, et puis parfois pour le pire, parce que, en tout cas pour certains collaborateurs, ça veut dire devoir changer de métier également, ce qui peut être vécu, on l'a dit tout à l'heure, comme quelque chose d'assez anxiogène. Moi, ça fait bien longtemps que je ne suis pas allé déposer un chèque à la banque, parce que j'ai même plus de chéquier depuis longtemps. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui traite les chèques qu'avant on déposait. Donc ces gens-là, pour autant, doivent changer de compétences. Absolument, ils doivent changer de compétences, ils doivent changer la façon de donner accès aux jeunes. Les jeunes aujourd'hui, s'ils ouvrent un compte bancaire, personne n'a plus l'idée d'aller dans une banque. On regarde online, on fait en Google et voilà, on se connecte quelque part. Alors, c'est vraiment les compétences qui changent, mais aussi la façon d'attirer des jeunes collaborateurs. Oui. Et c'est pourquoi chez nous, on fait des hackathons chaque année, et avec le but déjà d'ouvrir notre plateforme à des compétences extérieures. Ce hackathon, Hack to the Future, s'adresse à des employés à l'intérieur et à l'extérieur, et invite en fait le monde entier de venir et de nous donner des idées. Si on reste enfermé, comme les banques les ont fait depuis trop longtemps, on n'arriverait pas à consommer avec... Et concrètement, c'est-à-dire que les banquiers ont de moins en moins de cravates aussi, ça c'est vrai. Exactement. Voilà, ça, c'est un des signes de la transformation. Muriel Brunet, ces compétences nouvelles, ce logiciel qu'il faut mettre à jour en quelque sorte, est-ce que l'éducation, et notamment l'éducation nationale, a un rôle à jouer ? Alors, je pense que l'éducation nationale a un rôle fondamental à jouer. D'ailleurs, on l'a vu ces dernières années avec l'augmentation des réformes que nous avons mis en place, des dispositifs. Je crois que c'est dès le plus jeune âge, il faut faire comprendre, il faut former au numérique, former à ce qu'est notre société. Alors, je ne sais pas si tu veux que je parle maintenant de la plupart des mesures que... En fait, le défi qu'on a à résoudre aujourd'hui, c'est former à une société qui va être en perpétuelle évolution, transformation, révolution. Voilà, donc ça, c'est déjà un challenge énorme à relever. Nous, ce qu'on a mis en place concrètement, c'est formation au code dès l'école primaire. Dès le plus jeune âge. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas devenir codeurs en maternelle. Il faut comprendre de manière non genrée, c'est-à-dire pour les filles comme pour les garçons, qu'est-ce que c'est que ce numérique ? Finalement, qu'est-ce que c'est que la pensée algorithmique, la pensée scientifique ? C'est ce qui va nous permettre de donner, je dirais, les clés du monde d'aujourd'hui. Ne pas avoir peur des algorithmes. Et pour pas en avoir peur, il faut les comprendre. Voilà. Agir dessus, donc formation au code, formation à l'algorithmie, et ça, dès l'école primaire. Ça se poursuit en collège, ça va se complexifier. On a rajouté des briques autour, parce que tout à l'heure, je parlais de révolution, ça veut dire qu'il y a le numérique, puis il y a plein de choses autour. Donc, les objectifs de développement durable. On a maintenant des éco-délégués dans toutes les classes. Avant, on avait les délégués de classe. Maintenant, on a les éco-délégués en charge de tout ce qui est développement durable, biodiversité. L'école est totalement engagée sur ce secteur-là. Ensuite, on a l'éducation aux médias et à l'information. Là aussi, il faut décrypter l'information l'obésité de l'information qu'on reçoit. Il faut quand même donner les clés. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est des fake news ou pas ? Donc ça aussi, ça vient compléter. On a aussi bien des heures dédiées à la formation au numérique. Et alors là, en seconde, depuis cette année, on a dans le tronc commun quelque chose qui s'appelle numérique et sciences informatiques. C'est quand même la première fois. Donc, qui va continuer à former les jeunes à ces technologies. Ensuite, on a, je dirais, tout ce qui est travail sur les compétences du 21e siècle,
soft skills, je sais plus comment appeler ces machins-là, mais finalement c'est ce qui nous permet de mettre un peu d'intelligence autour de la techno et d'essayer de trouver un sens à tout ça et de le faire avancer au mieux. Donc maintenant c'est complètement intégré, on a ce qu'on appelle les 4 C, donc communiquer, collaborer, créativité, esprit critique. Ça, l'ensemble des enseignants, de la communauté éducative doit former les jeunes à ces 4 compétences clés, enfin gros chapitre de compétences quand même, parce que derrière tout ça, il y a l'empathie, il y a comprendre l'autre, il y a savoir interagir dans un environnement multiculturel, il y a toutes ces choses-là. J'oublie certainement les soft skills, c'est pas simplement les compétences qui sont strictement humaines, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aucune machine, aucune intelligence artificielle ne pourra remplacer. On n'imagine pas qu'un ordinateur puisse faire preuve d'empathie ou peut-être que si. Jusqu'à un certain point. Mais de toute façon, ce qu'il faut quand même toujours se dire, c'est que derrière ces algos, derrière cette IA, derrière ces machines, il y a, alors, aujourd'hui, à 80% des hommes blancs. Ouais. Donc, l'empathie correspond à l'empathie des hommes blancs. Voilà, donc il y a toujours de l'humain. Je vois très bien ce que c'est, je suis un homme blanc. Donc voilà. Je vois très bien ce qu'est une empathie d'un blanc. Mais moi, je suis une femme. Très déjà. différente. Donc, j'aurais peut-être une empathie un petit peu différente. Et elle va encore évoluer. Tu sais, aujourd'hui, il y a certains chiffres qui nous disent, voilà, on va prendre un exemple, logiciel de reconnaissance faciale. Ce qui nous questionne, voulons-nous un modèle comme ce qui est en train de se développer en Chine ou pas? Voilà, c'est en ça que je disais qu'on est dans une révolution numérique. Aujourd'hui, on a apparemment 1% d'erreurs sur la détection de visage d'un homme blanc. Oui. Ça monte jusqu'à 35% d'erreurs quand on est une femme noire. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, tout ça, on doit former. Pourquoi ? Parce que, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Pour l'IA, il faut des algos, il faut des jeux de données. Oui. D'accord ? Quand on est un homme, on va choisir des données par rapport à sa culture, par rapport à son éducation. On va pas forcément penser à la totalité des données. C'est pour ça que ce qu'on prône, c'est la parité. C'est bien les deux façons d'envisager les choses. Donc peut-être des jeux de données tronqués. D'accord. On sait aussi, par exemple, que, vous savez, les distributeurs là pour se laver les mains fonctionnent moins bien avec des mains de noirs que des mains de blancs. D'accord, ça j'ignorais. Bah voilà, c'est comme ça. Donc c'est toute cette conscience que nous à l'école, il va falloir qu'on transmette aux élèves, aux enseignants et à l'ensemble de la communauté éducative. Et là, je vous parle quand même de 870 000 enseignants. Et je vous parle de 12 millions à peu près, 12 millions et demi d'élèves. Vous êtes en train de me dire que le mammouth est toujours un mammouth ? Oui, mais le mammouth, il est en ordre de marche. Ah. Ça prendra du temps. C'est ce que j'essaye de vous dire. Mais je peux vous dire qu'il est en ordre de marche. On réforme la voie professionnelle où là aussi, je veux dire, dans des métiers, c'est quoi la restauration de demain ? D'accord ? C'est quoi l'industrie de demain ? Toutes ces questions-là, on est obligé de les apporter. Et alors, on met en place, mais on reviendra peut-être spécifiquement sur les actions filles, mais pour nous, c'est fondamental, mais vraiment fondamental. Et en ça, on a un ministre qui est totalement engagé, on a un directeur du numérique pour l'éducation qui est totalement engagé pour augmenter la représentation des filles dans ces filières du numérique. Et alors là... Pourquoi c'est pas des femmes, d'ailleurs ? Parce que nous, on a affaire à des mineurs, donc c'est des filles. Non, je veux dire les ministres et les directeurs, tout ça. Pourquoi c'est pas des ministreux, des directrices ? Mais nous avons énormément de progrès à faire dans l'ensemble de notre société. Je taquine. D'ailleurs, je pourrais revenir sur mon parcours, c'est exactement ça. Nous avons des problèmes pour intégrer les femmes dans notre société. Il y aura un podcast entièrement dédié à toi, Muriel. C'est prévu, je te le promets, en 2020, pas. Il aura lieu. Je pense que je veux juste ajouter quelque chose, parce qu'on en a parlé hier, Muriel, que c'est très important qu'on fasse ces efforts ensemble, parce que les sociétés privées, comme Finastra et plein d'autres, ont besoin des talents, ont besoin d'une jeunesse qui sort de l'école avec une base de connaissances, qui n'ait pas peur de la technologie, etc., qui
puissent se foncer dedans, et surtout aussi des femmes. Et qu'il n'y a que 17% des femmes aujourd'hui qui travaillent dans la technologie. Ça, c'est quand même un montant qui est inquiétant. En plus, c'est en descente. Ça, c'est encore une fois, c'est d'autres choses dans d'autres pays, ça c'est sûr et certain. Et comme en Israël, par exemple, on en parlait l'autre jour. Et je pense que c'est très important pour nous de faire des efforts ensemble. C'est pourquoi on apprécie énormément de travailler avec Startup for Kids, Startup for Teens. Et on a vraiment apprécié l'occasion d'être là aujourd'hui. Le but, c'est... Et on embrasse Sharon au passage. On embrasse Sharon, voilà. Bien sûr. On a ce programme avec Sharon Sofer de monter un programme avec un network, comment on dit network, un réseau de sociétés dont nos clients, nos partenaires, d'offrir un programme pour toute l'année scolaire prochaine avec un mentoring, un coaching basé sur un hackathon comme aujourd'hui. Que les filles qui ont des bonnes idées, qu'on les sorte et qu'on les accompagne après, que ça ne s'arrête pas là, qu'on leur montre avec aussi d'autres compétences, comme par exemple le project management, gestion de projet, comment gérer un business plan, comment monter un business plan, comment demander des fonds d'investissement, etc., pour vraiment gérer des idées qui puissent les aider à faire quelque chose de plus que uniquement lutter contre les a priori, contre la technologie ou dépasser un certain nombre de biais de genre, d'idées reçues, d'autocensure, etc. Muriel Toiti, une femme dans la tech, justement, comment est-ce que ça t'est venu à l'idée? Alors, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Karen, parce que finalement, l'innovation managériale, pour les filles ou pour les jeunes filles ou même pour les femmes, et tout ce qui englobe ces sujets-là, qui soient le leadership, l'agilité, le fait de savoir mener un business plan, de savoir aller chercher ou chasser les fonds privés là où ils sont pour pouvoir effectivement financer, jamais lâcher. Ça, ce sont les soft skills, justement. C'est ça l'agilité, c'est ça le leadership, c'est ça. Et c'est lié intrinsèquement avec les hard skills. On ne peut pas en faire l'économie. Alors, par rapport aux femmes, alors, il se trouve que, d'abord, je salue aussi Sharon Sofer, que je connais depuis longtemps. Je suis déjà intervenue ici. Elle est venue me voir chez OnePoint la semaine dernière, justement. À chaque fois que tu dis OnePoint, j'ai l'impression que c'est le score de la France à l'Eurovision. Mais c'est exactement ça. Mais Rémi, tu sais quoi, OnePoint, c'est le point central. Et d'ailleurs, je vous invite tous à venir nous visiter, parce que quand je reçois du haut des 4000 m² au Trocadéro mes amis chez OnePoint, je dis toujours que c'est finalement l'appartement témoin ou modèle de la société d'aujourd'hui et de demain. Ça, c'est beau. Pourquoi ? Parce que finalement, dans ce schéma RH profondément holacratique, plat, horizontal, où chacun est acteur engagé et collaboratif de son devenir dans le projet OnePoint, avec de nombreuses femmes et des pépites. Je peux vous dire que c'est absolument incroyable de voir ça. Il faut le voir pour le croire. Deuxièmement, toujours ancrer la puissance scientifique et technologique, quand on a envie d'accompagner dans l'évolution digitale ou numérique, nos partenaires et nos clients, c'est fondamental aussi. Pour revenir à la notion de femme, alors moi je viens aussi d'un écosystème, pour avoir vécu 20 ans en Israël, de l'âge de 14 à 33 ans, donc j'ai été façonnée, si vous voulez, à ce mode culturel israélien. Alors je ne sais pas ô combien dans le public ou toi-même est acculturé à cet écosystème, c'est quand même l'écosystème de l'innovation de référence. Autrement dit, le pétrole en Israël. C'était la première Startup Nation, non? C'est la première Startup Nation. C'est la Startup Nation. C'est un tout petit pays, c'est un tout petit marché, mais c'est un gros ou grand écosystème qui n'a aucune ressource naturelle, il n'a que du brain. C'est-à-dire qu'il n'a que des ressources humaines, et c'est sur la tech que ce pays a choisi de se positionner. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen finalement de s'autosuffire. Je dis toujours que finalement l'innovation en Israël, c'est le pétrole ou l'or noir. C'est leur manière à eux de pouvoir générer finalement de la valeur ajoutée, de la croissance. Et qui dit croissance économique dit aussi création d'emplois, avec 3% de taux de chômage en Israël. Mais je dis ça et j'ai rien dit. La notion finalement de jeune fille à la tech, de femme à la tech, je vais vous dire la vérité, cher Rémi, ça n'intervient même pas, ce n'est même pas un sujet. D'accord. Pourquoi ? Parce que le tout petit, l'enfance finalement, les petits, depuis le jardin d'enfants, sont déjà habitués à vivre comme un terrain de jeu. Un terrain de jeu avec des modules pédagogiques qui les met en situation par de l'improvisation,
par des situations de risque, par même des situations de danger, à mesurer comment ils réagissent. Donc, on a déjà des métriques, des data concernant cela, et qu'ils soient filles ou garçons. Donc, on ancre dans les consciences collectives des petits, d'abord, quelque chose d'extrêmement important, l'acceptation de ce qu'on est dans son sexe, finalement. L'acceptation du féminin comme l'acceptation du masculin sans complexe. Parce que dès lors que vous acceptez votre féminité, vous pouvez aussi finalement révéler en tant que fille ou femme votre masculinité. Est-ce que l'alchimie magique d'un humain ne serait-il pas d'accepter sereinement sa féminité en tant que femme, mais aussi son côté masculin, et idem pour un homme. Un homme accepterait son masculin, mais aussi sa part de féminité sans complexe et sereinement. Dès lors qu'on peut déjà arriver à cette forme d'équilibre psychique, je dirais, c'est déjà pas mal. Parce que ça, d'abord, vous étoffe de l'intérieur, ça vous intègre dans un schéma de confiance vis-à-vis de vous, et donc vis-à-vis de l'autre, et donc vis-à-vis de la société. Et dès lors que des barrages psychologiques sautent, et je vous donne ici le modus operandi en Israël, dès lors que ces barrages psychologiques ou psychiques sautent, vous êtes beaucoup plus libre pour être et donc pour faire. Et pour faire, ça veut dire pour générer du concret dans une temporalité absolument différente que quand vous venez d'une société culturellement à l'opposé, qui, elle, serait peut-être plus portée par un manque de confiance, pour des raisons X et Y dans lesquelles on ne rentrera pas nécessairement, plus anxiogène, comme on le disait, et donc nécessairement plus complexé. Donc l'art, c'est de décomplexer notre humanité. Et ça, c'est très important. Et autoriser à l'autre, donc fille ou garçon, à être ce qu'il a envie de faire. Donc c'est comme ça qu'on articule, sur le plan de l'éducation aux tout petits, notamment dans les jardins d'enfants. Ça continue ensuite à l'école, le primaire, le collège, le lycée, et puis ensuite, on a une case non négligeable, et je suis bien passée pour le savoir, j'y suis passée moi-même. Vous avez l'armée. Parce que vous soyez fille ou garçon, à 18 ans, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, à moins de vous faire décréter fou furieux, vous devez faire l'armée. Et c'est un magnifique terrain de jeu aussi. Ça vous façonne son homme et sa femme. Dans le sens où, quand vous passez par cela, parce que vous avez des classes, parce qu'on vous entraîne justement sur l'agilité, justement sur le danger, justement sur la prise de risque, justement sur le leadership, sur le fait de « je n'ai pas peur d'essayer parce que si j'échoue, je grandis », parce que l'échec n'est pas stigmatisé. Je vais même vous dire mieux que ça. Un venture capitaliste, puisque comme Israël est un pays de la tech, est mise sur l'éclosion de ces startups, donc les entrepreneurs déjà entreprenants vont chercher les capitaux là où ils sont. Un VC en Israël ou ailleurs ne regardera pas une start-up si elle n'est pas tombée, elle n'a pas échoué au moins 3 fois. L'échec est gage de réussite. Ce qui va rassurer beaucoup de gens qui nous écoutent. Mais il n'y a pas à être rassuré, c'est une évidence même. Il faut tomber, il faut échouer pour pouvoir réussir, à une seule condition, c'est que vous conscientisez les raisons de votre échec. Et d'ailleurs, j'ai horreur du mot échec, je dis toujours essai, parce que finalement, un essai, vous essayez 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous le transformez en réussite. Et c'est ça qui est aussi différent. Et donc, quand vous faites l'armée, finalement, vous êtes garçon, vous êtes fille, vous êtes jeune fille, vous êtes jeune homme, la question ne se pose pas. Ce n'est pas un sujet d'actualité, j'allais presque dire un sujet devenu un peu politique maintenant. Et il faut s'extraire du politique. Il faut préserver notre humanité, rester ancré dans ce que nous sommes et décider par nous-mêmes ce que nous avons envie de faire. Et si les jeunes filles, et je donnerai des chiffres, 44% des entrepreneurs israéliens sont des femmes. Vous avez au Technion 15 000 étudiants, vous avez 35 ou 40%, le Technion, je rappelle, est une école d'ingénieurs, donc on ne fait que de la tech ou de la recherche, vous avez entre 30 et 35% de femmes. Et j'ajoute un chiffre non négligeable, on parlait de pluralité, on parlait d'égalité des chances, c'est des sujets que je porte à OnePoint aussi et qui sont très importants pour nos valeurs aussi chez OnePoint, mais aussi au Technion. Nous avons 15 000 étudiants, je vous le disais, 25% de population estudiantine arabe-israélienne, donc la mixité réussie, le l'inclusion, comme on dit, est majeure, et dans ces 25% de population estudiantine de femmes israéliennes,
arabe, israélienne, vous avez 50% de femmes. D'accord. Et ça, je trouve ça plutôt remarquable. Oui, on parle de transformation numérique et puis finalement, c'est des enjeux humains et Mais ce n'est que culturels. ça, Rémi. Ce n'est que ça. Et c'est finalement à nous, en tant qu'humains, en tant qu'individus engagés dans la société, citoyens, ou que sais-je encore, à nous reconditionner dans notre ère. Ça demande une grande remise en question, surtout dans un pays comme la France, qui a un disque dur, un ADN, des valeurs ancestrales, basées sur une culture très fondée. Il y a une forte remise en question, et Muriel le disait tout à l'heure à faire. Je pense que l'éducation nationale a un rôle crucial, même pas majeur, crucial. C'est vous qui sommes derrière, finalement, la garantie de la croissance de ce pays et du progrès. C'est toi, Parce que c'est Muriel Brunet, c'est toi. Muriel Donc, Brunet tu te rends compte de la responsabilité que je te donne. Mais tu te rends compte que les petits que vous formez aujourd'hui sont les garants de la société de demain. Et ça, c'est majeur. Voilà. Et donc, la tech peut venir aider. Mais c'est un message Alors ça, personnel. je suis convaincue, et heureusement que la tech est là, Oui, pour venir bousculer, questionner et amener des visions différentes, des solutions différentes. Il ne faut pas oublier non plus, peut-être dans ce contexte-là, qu'il y a une responsabilité peut-être qui peut être prise par une machine, mais la comptabilité, ça doit être un humain. La comptabilité ne peut pas être artificielle. Voilà, il y a toujours, parce qu'il y aura forcément toujours des erreurs, il y a des décisions à prendre. Et ça, c'est marrant parce que ça, c'est intéressant de l'entendre parce qu'on a souvent le sentiment, précisément, s'il y a bien un truc qui peut être fait par les machines, c'est la comptabilité. Alors, pourquoi justement ça ne peut pas, ça ne doit pas, ou en tout cas les humains doivent avoir une place? Parce que la accountability, ça veut dire c'est prendre en charge, prendre la responsabilité de décisions de futur et de changement et de transformation, etc. Et ça ne peut pas être remplacé par une machine. Ça, c'est quelque chose que l'aspect humain doit absolument amener dans ce mode même s'il y a de plus en plus de AI, ou comment on dit. Oui, AI, c'est l'intelligence artificielle. On n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'on pourrait faire aussi toute une série de podcasts sur cette question de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. On a parlé d'algorithmes, ceci étant tout à l'heure, donc on voit bien que l'intelligence artificielle, elle a une limite et que seuls les humains peuvent la dépasser. Je pense qu'il faut sortir de ce syndrome un peu parce que c'est vrai que les débats en ce moment, est-ce que la data va prendre le lead sur l'humain? Est-ce que l'humain va s'éteindre? Est-ce que je me permets de faire si vous me l'autorisez, une aparté. Je t'autorise. Je reprends, et je le cite tout le temps, mon ami Pascal Pic, paléoanthropologue, qui dit quelque chose d'extrêmement intéressant, justement dans ce rapport de l'humain versus la data, qui prendra le pouvoir. Et il dit, et je vous invite à le faire dans l'audience, replongez-vous dans le texte de Pierre Boulle, 1962, La planète des singes, et le fameux film avec Charlton Heston, vous l'avez vu sûrement, qui est absolument merveilleux. Qu'est-ce que dit Pascal Pic? Et je vous invite à vous poser cette même question. Est-ce que les singes ont pris le pouvoir? Est-ce que les singes ont fait la guerre pour avoir le pouvoir? Est-ce qu'ils ont fait un coup d'État? Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je lance la question. Il s'est passé que l'homme avait renoncé. Et que comme l'homme avait renoncé, il s'était laissé aller à une forme de paresse intellectuelle et physique. Et donc, s'était éteint vis-à-vis du singe qui avait pris le pouvoir. Et que dit Pascal? Il dit attention, que la data ne s'en prenne pas de sa puissance et de sa pouvoir sur vous. Donc, je vous appelle à vous reconditionner, je le disais tout à l'heure, et à ne pas vous laisser aller. Et on le voit, tu citais Amazon, on cite tous les sites Internet, à nous laisser aller aveuglement, presque passionnément, vers le numérique, vers effectivement cette facilité à la data. Reconditionnons-nous. Remettons les choses à leur place, dédramatisons les événements et gardons en tête que l'humain aura toujours, avant d'avoir le pouvoir sur la data, le pouvoir sur lui-même. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ce qu'on a fait, nous, ce matin. On est venu, on s'est levé tôt, on a éteint nos ordinateurs, on est venu à Startup for Kids pour en débattre entre nous, entre humains, avec un public en délire, que j'ai envie de qualifier. En tout cas, oh là là, c'est extraordinaire! Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, et ils sont venus, et puis il y en a d'autres qui vont nous écouter ensuite, qui vont écouter des humains grâce au podcast Tech France et Startup for Kids, par ailleurs. On va devoir se quitter. Il y aura une suite, il y aura d'autres épisodes, mais j'ai envie d'en faire plein. Bon, déjà, il y a un épisode spécial Muriel Brunet, qui sera peut-être plus d'une série. On en discutera. Un mot de la fin, Muriel. Enfin, chacun aura son petit mot de la fin. Alors,
Ok, donc pour moi, le mot de la fin, c'est en ce qui concerne la représentation des filles. Là, hein. En ce qui concerne, ça fait déjà Non, mais 4 tu mots, m'as attention. autorisé à parler, donc je t'autorise à te taire pour l'instant. Ok. Ce qui va être difficile, Rémi. Je sais. Un travail. Voilà, ce que je voudrais faire, c'est presque un appel que je lance. Vous avez mis un fort challenge sur le public, l'éducation. J'ai presque envie de vous renvoyer le challenge en disant, nous, on n'y arrivera pas seuls. D'ailleurs, on ne mène pas nos actions seuls. Par exemple, on est totalement partie prenante de la Fondation Femmes Numérique, avec Syntex, SIGREF. Donc, c'est vraiment l'éducation, les associations qui œuvrent, les entreprises, l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, est-ce que les classes préparatoires aux grandes écoles sont girls friendly ? J'en sais rien. On sait qu'une codeuse dans une DSI, elle a une durée de vie de 3 à 5 ans, et après elle s'en va parce qu'elle évolue pas. Donc voilà, c'est un appel. C'est ensemble qu'on y arrivera. Avec OnePoint, avec Finistra, avec Sharon, avec d'autres, avec EdTech France aussi, parce que vous aussi, vous avez des entrepreneuses. Bien sûr, une proportion même qu'il faudra beaucoup valoriser. Plus élevée que dans d'autres secteurs. On va s'attacher à les valoriser aussi. Et voilà, c'est en conjuguant nos efforts, en s'associant les uns les unes aux autres, qu'on arrivera à inclure les filles dans ces nouveaux métiers, parce que on l'a pas dit, mais c'est quand même passionnant. Moi, ça fait 22 ans que je m'éclate dans le secteur du numérique, parce qu'il est bourré de sens. Je l'ai appliqué au tourisme, je l'ai appliqué à l'administration, je l'ai appliqué à la santé, aujourd'hui à l'éducation, au développement durable. Mais dans quelle filière on peut agir sur autant de secteurs, à part dans celle du numérique? Donc les filles, venez, on a besoin de vous. C'est un appel, j'espère qu'il sera entendu, je ne doute pas, et toute l'après-midi, on va le faire, cet appel. Un appel très, très, très important, merci. Et on est absolument d'accord, comme je disais avant. Alors, chez nous, on organise des Hours of Code pour des jeunes enfants des écoles, et aussi avec des organisations comme Wi-Fi, par exemple, pour les encourager effectivement de lutter contre ces a priori, contre la technologie. On a besoin de technologie, elle est là tous les jours, ça c'est rien de nouveau. On en profite là pour ce podcast d'ailleurs aussi. Et ce qui est très important aussi, d'éduquer les parents, parce que étant parent moi-même, effectivement, on essaie toujours de lutter contre trop de technologies, iPad, regarder, etc. Mais de l'autre côté, il faut l'utiliser, comme avec les data dont on parlait là. Il faut aussi savoir utiliser la technologie en avance. Et en ce qui concerne les filles, on a remarqué qu'effectivement, les filles sont moins curieuses, peut-être parce qu'il y a trop, encore une fois, d'a priori, c'est des video games, c'est war games, etc. Alors, il faut vraiment amener des idées à aider de sortir une curiosité des filles pour des choses plus intéressantes, je dirais, subjectivement, comme des jeux pour lutter pour la planète, contre la pollution. Il y a plein de choses positives sur les animaux, etc. à faire. Et il faut aller dans cette direction-là, et on a mis ça très en avance chez nous avec la compagnie, et on a besoin effectivement d'autres partenaires, un écosystème sur le marché en réseau pour sortir des programmes qu'on le fait avec Startup for Kids, Startup for Teens and Girls Power avec Sharon. Alors, il faut qu'on y travaille ensemble. Voilà, et c'est ce qui se passe ici même à l'école 42 depuis 3 jours. Muriel, oui, moi je suis d'accord avec toutes les deux, et notamment avec toi, Muriel, sur l'approche systémique finalement, et puis basée en fait un grand écosystème interconnecté, et accepter chacun de ces parties de réseau dans leurs différences finalement. Je pense aussi, alors l'intelligence auxiliaire, collaborative, collective, elle est absolument majeure, travailler ensemble dans nos différences. Je pense que en fait, on doit aussi devenir, alors les entreprises, et je recite OnePoint, est une entreprise apprenante avant tout. Elle forme ses collaborateurs avec une fenêtre de mise à jour au quotidien pour actualiser la formation sur des sujets qui sont majeurs, et notamment les humanités, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que notre société doit être une société apprenante. Nous avons un devoir, une responsabilité collective, justement, à former nos jeunes, mais à former aussi les parents et à former aussi les collaborateurs des entreprises sur les enjeux de l'IA. Et puis aussi, je pense qu'on peut vouloir plein de choses dans la vie, mais si on ne suscite pas le désir,
fait un distinguo entre volonté et désir. Il faut vraiment désirer les choses pour les intégrer. Je pense qu'on doit, en effet, si on a envie, je dis bien si on a envie, et si les femmes ont envie, parce qu'attendez, il faut aussi leur poser des questions aux filles. Nous, on dit là, les filles dans la tech, merveilleux, c'est sympathique comme branding, mais est-ce que les femmes ou les filles ont envie aujourd'hui de rentrer véritablement dans ces milieux-là? C'est aussi un sujet intéressant. Mais ceci dit... Je pourrais y répondre, Muriel. Ouais, tu vas y répondre. Dans un prochain podcast. Voilà, mais ce qu'il faut, c'est susciter le désir chez nos tout petites, chez les jeunes femmes, chez les jeunes filles et chez les tout petites, à justement appréhender le numérique, peut-être de façon différente, avec une formation personnalisée, peut-être différente que pour les garçons. Un garçon comprendra peut-être, parce que sa structure de la pensée est façonnée ainsi, de par son éducation et de par la culture ancestrale, comprendra peut-être mieux les algorithmes. Une petite, elle comprendra peut-être mieux les mathématiques par un dessin, par quelque chose de plus ludique. N'oublions pas que filles et garçons sont complémentaires, que l'intelligence émotionnelle et intuitive de la femme apporte énormément dans la tech. Donc, si vous voulez, voilà, il faut susciter le désir de vouloir s'engager dans ces métiers-là. Il faut savoir aussi personnaliser l'approche. On ne parle pas tech à un petit, comme on parle tech à une petite. Donc, c'est intéressant de réfléchir en termes de modèle pédagogique, comment faire passer les bons messages. En tout cas, misons, et moi, ce sera mon mot de la fin, sur une société qui va vers le haut à défaut qu'elle aille vers le bas, qu'elle soit plurielle, qu'elle soit multiculturelle, qu'elle soit inclusive, qu'elle soit sereine, qu'elle soit un territoire de confiance et de liberté. Ça prendra encore beaucoup de temps, mais tous les acteurs qui sont là et vous-même, nous sommes les acteurs, les protagonistes, finalement, de la garantie de cette société de demain. Mais tu voulais dire un truc, Muriel, allez, je sens que tu as envie là. Non, vous avez dit quelque chose de très important, il faut convaincre les parents. Ouais. Aujourd'hui, les parents sont parmi les premiers blocages à l'orientation des filles vers les métiers du numérique. L'éducation. Donc, oui, l'éducation, les stéréotypes. La boucle est bouclée, les métiers, et on revient à l'éducation. Merci beaucoup, en tout cas, Karen, d'être venue. Oh, des applaudissements en direct. Oh là là là. Et merci. Merci Rémi pour ton animation. C'est gentil, c'est la première fois que quelqu'un me remercie. Bravo. Rémi, bravo. Alors, vraiment bravo, parce que t'es naturel, t'es engageant. Chapeau. C'est un métier, bravo, Rémi. Tu sais, c'est un métier. Oui, mais tu l'as appris sur le tas, je suis témoin. Et donc, bravo. Merci les Muriel, merci au public qui était là, merci à Sharon et Startup for Kids de nous avoir donné l'opportunité de faire ce podcast en live que vous pourrez retrouver sur la chaîne EdTech France, sur toutes les plateformes, les Spotify, les Deezer, les Apple, les machins, et j'en oublie plein. Et on continue, puisque la journée n'est pas terminée, il y a un second podcast qui va arriver dans quelques minutes et que vous pourrez retrouver également à l'écoute. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast.